j'ai demandé très tardivement ce qui s'était passé. J'étais trop concentrée sur ma survie. Donc c'est étonnamment une question que je ne me posais pas, mais qui était quand même enfouie quelque part. Puis un jour, au pied de mon lit, est arrivé un monsieur, il s'est présenté, police judiciaire. Bonjour madame, voilà, vous avez été victime d'une bombe. Et là, c'est la première fois que les yeux dans les yeux, on utilisait le mot. Et il me dit, est-ce que vous aviez des activités politiques? Alors, je dis, non, pas vraiment. Bon, alors vous connaissez des ennemis? Enfin, des questions de ce genre-là, et puis il est reparti. Puis je n'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Et puis, un peu plus d'un an et demi après, nous avons reçu, mon mari et moi, un papier du tribunal disant que l'affaire était classée, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Et là, j'ai commencé à me réveiller un peu de ce semi-coma, ce confort en plus que j'avais à l'intérieur de moi. Je crois que ça me protégeait quelque part. De savoir que c'était pas un acte violent, ça pouvait être accidentel. Je trouvais ça très protecteur. Et quand j'ai compris que non, c'était pas un accident, j'étais beaucoup plus mal. Il y avait quelque chose qui me disait, mais on a voulu attenter à ma personne, puis à la personne de mon mari, à notre famille. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et là, ma culpabilité a commencé à remonter. Ce basculement était très, très étonnant. J'avais beau dire et savoir que non-lieu, ça voulait dire non-lieu à poursuite. J'acceptais mal. Je me disais dans ma tête, mais on nie l'événement, on pense que ça n'a pas eu lieu. Et donc, je sombrais littéralement dans ce vocabulaire juridique auquel j'étais pourtant habituée. Et puis, comme mon état s'améliorait un petit peu, que je retrouvais mes esprits, j'ai demandé des bouquins de droit. Et j'ai commencé à potasser mon droit à l'hôpital en cherchant ce qu'il y avait sur le mot, s'il y avait le mot terrorisme, le mot attentat, dans les listes des infractions. Il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé mon combat. Le Grand Effort a rouvert ses portes, on devait être en fin 85, et il y a eu cette fameuse double page de Figaro Magazine où il était écrit « Le Grand Effort ressuscité ». Après tout, cette bombe a fait plus de bruit que de mal. Et moi, je ne lisais pas ce genre de presse, mais c'est dans la salle d'attente où mon chirurgien Thierry Judet consultait. Il est tombé dessus et il est arrivé, c'était un moment où j'allais très très mal, je venais de subir une grosse greffe, une transplantation osseuse qui n'était pas certaine de réussir et où ma vie était en danger. Et il a trouvé cette idée, il est arrivé avec le journal et il l'a ouvert. Il m'a dit maintenant Françoise, elle voudrait agir. J'étais là au fond de mon lit, au fond de ma boîte, en train de souffrir, de vivre très mal cette opération, et ça a fait comme un déclic. J'ai donc écrit, j'ai mis le papier, j'ai écrit une lettre au Figaro, puisque l'été d'un ne répondait jamais, en disant comment vous pouvez dire que ça fait plus beau que moi, puisque vous n'êtes pas acquis de mon état de santé, et donc voilà, je suis depuis 1 an et demi dans un hôpital, je ne suis pas sortie et ça s'est enclenché comme ça. Bon, j'ai dit France, terre d'accueil, terre des libertés, des droits de l'homme. On répare plus facilement les dommages matériels que les dommages causés à un homme.
Donc je me suis rendu compte qu'en écrivant aux médias, on pouvait utiliser les médias. Moi, je ne connaissais rien à ce moment-là. Et j'avais écrit aux politiques, parce que mon mari et moi, on avait fait nos études de droit à Sas. Et on avait beaucoup de nos professeurs ou de nos chargés de TD qui, après 81, étaient souvent en place dans les cabinets ministériels, que ce soit chez le président Mitterrand ou d'autres ministres. Ils faisaient carrière. Et c'était nos professeurs. Donc on s'est imaginé qu'en leur écrivant et en leur demandant leur aide, puisqu'ils étaient introduits, nous n'avons jamais eu une réponse de personne. Alors qu'on les avait comme chargés de TD, on allait bien au-delà. Il n'y avait pas le tutorat comme il y a aujourd'hui, mais on allait prendre un pot, on discutait avec ces chargés de TD, on refaisait le monde, enfin, il y avait des liens qui s'étaient noués. Là, aucune réponse. Et donc, on trouvait ça bizarre. Et c'est là que l'idée a germé, en famille, hein, je dois dire. On s'est dit, on va créer une association de victimes et on va arrêter de parler en notre nom personnel. On va parler au nom des victimes en général. Pour faire bouger et les médias et les hommes politiques. Et puis, il y a eu d'autres concours de circonstances. Le 7 décembre 1985, attentat aux Galeries Lafayette et au printemps, un samedi avant Noël. Puis on rentrait en campagne électorale pour les législatives en 1986. Donc là, on avait fait des sciences politiques tous les deux. On a un petit peu retravaillé la question. Et quand s'est produit l'attentat d'abord du samedi, les deux grands magasins, j'y avais eu juste avant une émission avec El Kabbach qui m'avait invité à Découverte sur Europe 1, Montagne Brun. Et le débatteur, ça devait être M. Robert Badinter, qui était ministre de la Justice, qui, dans une certaine partie des juristes d'Assas, c'était une figure emblématique. Bon, il y avait les fachos d'un côté, et puis il y avait ceux qui étaient plutôt du côté des Badinter, évidemment. Et ça restait, bon, abolition de la peine de mort, etc., le grand bonhomme. Et donc, quelqu'un là, je dis, voilà, vous avez proposé à Robert Badinter. Je ne peux même pas imaginer un jour je rencontrerai mon idole. Bon, et puis je crée SOS, et à ce moment-là, le ministère de la Justice crée ce qu'on appelait alors l'INAVEM, Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, qui est devenu maintenant France Victimes. Il le crée, il ouvre des bureaux d'aide aux victimes dans tous les départements, et il trouve que mon initiative d'une association de victimes n'a aucun sens. J'essaye d'expliquer dans les médias que c'est complémentaire, mais M. Badinter ne l'entendait pas comme ça. Et donc, il n'est pas venu à cette émission. Alors, El Kabbach me téléphone, je lui dis, je suppose que vous me téléphonez pour annuler. Il me dit, mais il n'en est même pas question, madame. Il dit, vous aurez le doute de temps, allez-y sur votre association. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de temps et que j'ai bâti un peu tout ce qu'après j'ai réalisé au sein de l'association, un fonds d'indemnisation, la reconnaissance du terrorisme comme un nouveau phénomène, une prise en charge particulière et pas par l'État, parce que l'État indemnise mal et pas vite, enfin, etc. Et j'ai lancé des appels pour retrouver les victimes. Parce que quand je me suis interrogée qui était victime d'attentat, il y avait eu 74. C'est la date, moi, de la naissance du terrorisme moderne. Pour moi, 15 septembre 1974, c'est les bombes et les grenades lancées par Carlos, Ilich Ramirez Sanchez. Et puis, toute la série après les attentats, 81, 83. J'ai demandé donc la liste à la préfecture, puisque je commençais à être connue, je me battais. Et ils m'ont avoué, ils m'ont dit, mais on n'a jamais tenu un listing spécifique
pour les victimes du terrorisme. C'était tentative de crime, c'était des choses comme ça, ou crime s'il y avait eu décès. Mais on n'a pas, donc on ne peut pas vous aider à retrouver les victimes réellement d'attentats ou d'actes de terrorisme. Et donc, j'ai lancé un appel chez les Kabash en disant tous ceux qui ont été victimes d'explosions à la bombe, d'actes de terrorisme, prenez contact, et j'ai lancé le nom des SOS attentats, les coordonnées, et les gens sont venus nous rejoindre très rapidement. Les médias nous ont beaucoup aidés. Sans les médias, on ne sortait pas de l'ombre, c'était évident. Sans les médias, on ne faisait pas voter les lois, puisque moi j'avais lancé une pétition pour qu'en 86, une loi soit votée spécifique au terrorisme. Donc je pouvais passer à toutes les émissions de télé que je voulais et rabâcher, je veux une loi. Et jusqu'à ce que Pierre Bellemare me dise non, moi je vais vous faire une émission, je vais vous recueillir des fonds énormes pour les victimes. Et je le regarde, je dis je ne veux pas, on n'a pas à tendre la main, on n'est pas des quémandeurs, le terrorisme ne fait que commencer, et il nous faut une loi qui protège les droits des victimes. On n'arrivera pas au risque zéro, mais au moins on aura une loi d'indemnisation, de prise en charge, le droit de s'impliquer dans les procédures judiciaires, etc. Donc, alors il me dit, mais vous ne voulez pas de mon argent? Je fais un appel, vous savez, je recueille peu. Je dis non, c'est pas du tout ça. D'abord, c'est one shot, après, c'est un coup. Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis une loi, mais comment voulez-vous que je rende une histoire pareille? Je dis, c'est votre job, hein? Je ne sais pas moi. Alors il a l'idée, il me dit, ben, on va faire écrire des cartes postales aux gens en disant nous voulons une loi en faveur des victimes du terrorisme. Il fallait encore acheter la carte, mettre les timbres, que ça reste la poche restante, bon, tout ça. Et puis un beau jour, au bout d'un mois, il m'appelle, il me dit bon, j'ai 20 sacs de postaux de 50 kilos, qu'est-ce que j'en fais? Ah, j'ai dit, oui, bonne question, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je ne sais pas, vous n'avez pas l'habitude? Non, moi j'ai l'habitude de recueillir des sous. Alors j'ai réfléchi, il y avait le gouvernement de Chirac qui s'était mis en place, et c'est Alain Juppé qui était ministre du budget. Oh, il faut aller voir le grand argentier, tout. Donc ils sont allés lui flanquer les chèques postaux devant son bureau, le filmer, et là, j'ai d'abord pris ma première leçon de communication. Juppé l'interroge, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, tous ces gens réclament une loi. Un peu surpris, mais il se lance dans une tirade en disant solidarité avec les victimes, etc. Mais oui, on va mettre en chantier une loi, bien sûr, avec différents volets. Il y aura un volet pour les victimes, enfin bon. Et puis il s'arrête, il regarde sa montre, il dit j'ai fait combien de minutes là? Alors Bellemare me dit monsieur le ministre, 4 minutes 30. J'invente, mais c'est l'ordre de grandeur. 4 minutes 30. Ah, oui, il faudrait le refaire en 3 minutes 50. Et puis il avait l'air sincère, hein, je peux vraiment très touché. Il repart, la même sincérité, la même voix, le même truc, le même enthousiasme, et il le fait pile poil en 3,50. Alors moi, j'en reviens. Ce jour-là, j'ai tout compris. Et puis, la loi a été mise en chantier. Et j'ai profité de la cohabitation, parce que Chirac voulait faire plus, le gouvernement de droite voulait faire plus, donc il y avait une compétition, et ça, je crois qu'avec mon mari, il a fait Sciences Po, on avait une idée de comment les manager. Et donc, la loi a été adoptée à l'été 86, même si elle a été publiée le 9 septembre, parce qu'elle est passée par le filtre du Conseil constitutionnel. Donc, à chaque fois, mais toujours avec l'aide des médias, hein, qui étaient respectueux et tout, on a progressé dans ce droit de victime et également dans le devoir de mémoire. Et on a fait construire en 98 le premier mémorial dédié à toutes les victimes du terrorisme aux Invalides. Aux Invalides, pourquoi? Parce que les victimes ayant le statut de victime civile de guerre depuis 1990
le Centre national de l'ONAC est aux Invalides, que également, qu'on remonte au plan historique, Louis XIV avait construit cet hôpital, les Invalides, pour les blessés pédiatres, Napoléon également, et que dans le terrorisme s'inscrivait donc enfin dans notre histoire de France, comme nouvelle forme de guerre. Donc on trouve un sculpteur et voilà, je voudrais que le mémorial soit construit et érigé aux Invalides. Et donc, c'est ce qui s'est passé. L'État nous a donné l'occupation du domaine public, mais n'a pas financé. C'est les dons des victimes qui ont financé. Puis, dans la dernière ligne droite, il n'y avait plus de sous parce qu'on nous a mis des bâtons dans la roue, c'est les gueules cassées, mais ceux de la Première Guerre mondiale, qui vivaient, après la Seconde Guerre mondiale et les guerres coloniales, mais qui vivent donc de la loterie nationale. J'appelle mon El-Kabash préféré, chez Jean-Pierre. On me laisse en rade, il y a l'architecte des monuments historiques qui me double le budget de la statue en éventrant tout le jardin de l'intendant pour aller chercher un point d'eau parce que je voulais que ce soit une fontaine. Parce que l'eau est source de vie dans toutes les cultures. Et il me dit, bon, je m'en occupe. Et comme on était le 1er novembre, journée des morts ensuite et tout, il parlait des commémorations, des nouvelles formes de guerre. Il va filmer dans l'atelier du sculpteur la statue et en disant, les travaux sont arrêtés parce que SOS Attentat, son budget a doublé, il ne peut pas ériger. Pour le 3 décembre, c'était prévu l'inauguration. Ne peut pas ériger, donc il n'y aura pas d'inauguration. Ni une ni deux, le lundi matin, le président des Gueules Cassées me téléphone. J'ai vu le reportage, c'était Antenne 2, le téléphone. Et venez me voir. Je vais me voir, elle me dit, apportez-moi quelques documents sur la statue. J'ai vu avec mes documents. Bon, il vous faut combien? Je dis, vous voyez, il y a l'augmentation, ça double. Il sort mon chéquier. Je le regarde. Je dis, oui, mais... Je dis, mais on va mettre votre nom quelque part. Mais mon nom nulle part, et je ne veux pas, on vous le fait comme ça. En fait, j'ai fait quand même une toute petite plaque à côté, au sol, et elle a été inaugurée le 3 décembre avec Chirac. Et j'ai dit à Chirac, écoutez, d'accord, c'est vous qui parlez, mais je veux que tout le gouvernement qui est de gauche soit présent, et entre autres M. Jospin. S'il est d'accord, il se était à couteau tiré à ce moment-là. S'il est d'accord, je suis d'accord. J'attrape mon téléphone, j'écris au secrétariat, puis j'ai Jospin au téléphone, il me dit, oh, si le président est d'accord, je pensais qu'il ne pouvait pas dire non. Il n'est ni l'un ni l'autre. Donc je les ai eus, tout sourire, tout le gouvernement, et la commémoration a eu lieu avec l'ensemble, et bien sûr les autorités diplomatiques, militaires, civiles. J'avais la cohabitation. Et puis 95 est arrivé. C'est en plein cœur de l'été, le 25 juillet 95, vous avez Saint-Michel. Et des pigistes l'été. Ce n'était pas les correspondants que j'avais habituellement. Les grosses têtes, enfin, dans le sens des poids lourds des médias n'étaient pas là. Et même tous ceux qui s'occupaient de police, justice, etc., étaient en vacances. 25 juillet, c'était la pire des dates. On était fin juillet, août arrivait, les journalistes, entre 14 juillet et 15 août, voilà, c'est des pigistes. Et je tombe sur des petits jeunes, malheureusement pas formés. Et là, on a commencé à avoir des photos indécentes, épouvantables, à voir des journalistes qui enfilaient des blouses blanches pour
rentrer dans les chambres des patients, toutes sortes de choses qui ne correspondaient vraiment pas à ce que j'avais vécu, parce que j'avais eu affaire à des journalistes quand même qui étaient très respectueux. Les journalistes sont allés recueillir les larmes des familles, ils mettaient leur appareil devant la porte des parents, ils sont pas le cas des parents, et ils filmaient les sorties, les entrées, les larmes, ils frappaient, ils apportaient un bouquet de fleurs, du coup les familles ouvraient la porte, ils s'infiltraient, ils piquaient des photos dans les domiciles des familles des victimes, mais ils étaient là à harceler les familles pour recueillir les larmes. Et vous savez, il est sans doute mort, hein, puis les films, c'était l'horreur. Donc on a essayé avec Patrick de dénoncer ces familles, mais c'était presque trop tard. On est rentré dans une période complètement différente. Les victimes témoignaient beaucoup dans Parole de victimes. Elles m'envoyaient des témoignages. Je leur demandais toujours si elles voulaient qu'on change le nom, mettre l'initiale, ou certaines disaient non. Bon, il y en a qui ont regretté d'ailleurs, parce que j'ai l'exemple d'une femme qui était en 11 septembre française, qui a été blessée le 11 septembre. Elle a voulu tout de suite témoigner et sous son nom réel. Je dis, écoutez, là, les réseaux sociaux avaient commencé tout, je dis, réfléchissez bien. Vous allez partir sur Internet, vous êtes jeune, vous cherchez du boulot, faites attention. Non, moi je veux témoigner, j'ai pas honte, etc. On écrit. Et bien, 2 ans après, elle m'appelle, elle dit, oui, je veux que vous retiriez mon nom sur les réseaux, je trouve pas de boulot, et à chaque fois on me dit, ah, vous êtes la victime du 11 septembre. Alors je dis, ok, le numéro dans lequel vous témoignez, je peux le retirer du site des SOS. Elle dit, non, mais il faut aussi voir avec Google. Je dis, je vais vous attaquer. Si vous n'obtenez pas de Google la suppression du nom, je vous attaque. Je dis, écoutez, je suis désolée, j'ai insisté. Et pour la première fois, j'ai demandé un papier parce que j'étais sûre qu'il y aurait un problème. Bon, elle n'a pas donné suite, elle m'a plus rappelé, mais on ne peut pas arrêter la machine nouvelle. Elle croyait que j'étais la fée d'électricité, je ne sais pas quoi. Mais donc, dans ce journal, souvent des victimes qui ne voulaient pas parler à la presse parlaient dans ce journal, disaient ce qu'elles voulaient, sans censure, sans rien, avec les mots qu'elles voulaient. Moi, elle me disait, relisez s'il y a une faute d'orthographe, et je laissais tous les témoignages dans leur flux. C'était, voilà. Mais d'autres allaient dans les médias. Certains ont commencé quand même là, à se libérer, à accepter des interviews. Je leur disais, vous savez, moi, c'est pas important aujourd'hui que j'apparaisse dans les médias. Moi, j'ai obtenu des lois, etc. Mon histoire, j'ai pas envie de revenir dessus. Il faut que vous preniez le relais. Si vous acceptez de parler, vous n'êtes pas obligé de parler de tout. Mais voilà. Alors, les médias les faisaient retourner sur les lieux des attentats. Ah oui, mais je veux bien parler, mais je veux pas qu'on m'amène dans le RER. Je dis négocier. Et dites non, apprenez à dire non. Et oui, je veux bien témoigner, mais ce ne sera pas à tel endroit. Bon, là, mais dans Parole de victime, je faisais effectivement, alors des journalistes souvent me demandaient l'autorisation de reprendre, et ça on avait convenu qu'une fois que c'était publié, puisque je le mettais sur le site d'SOS, c'était libre de droit, et voilà, il fallait juste indiquer la source, et tout ça. Je suis assez détachée de l'événement. J'ai été construite comme ça, c'est ce qui m'a permis sans doute d'être un exemple de résilience, c'est que je ne regarde jamais dans le passé. Mais ça, c'est l'histoire de ma famille. Famille sortie des camps de déportation, etc. Que mes parents ont toujours voulu aller de l'avant, pas regarder en arrière. Mon père était un militant de la construction européenne.
de la réconciliation avec l'Allemagne. Et on a été élevés dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que le combat mené aussi dès 60 ans a empiété beaucoup sur notre vie personnelle. Ma fille me le reproche encore aujourd'hui, tout en étant admirative. C'est d'avoir porté la parole des victimes.